À la résidence Massalia, Steve ne s'attend certainement pas à ce qu'un objet oublié transforme une journée ordinaire en une énigme capable de réveiller toute sa curiosité. En ouvrant le réfrigérateur destiné aux boissons, il découvre un téléphone soigneusement dissimulé. Sur sa coque apparaît un dessin particulier, suffisamment reconnaissable pour lui donner immédiatement envie de comprendre comment cet appareil a pu se retrouver là. Plutôt que de simplement déposer le téléphone parmi les objets perdus, Steve observe chaque détail et commence à chercher un indice susceptible de le conduire jusqu'à son propriétaire. Dans la boîte réservée aux affaires oubliées, il tombe justement sur un chargeur portant la même illustration. Pour lui, cette coïncidence constitue déjà le début d'une enquête qu'il prend beaucoup plus au sérieux qu'il ne voudrait peut-être l'admettre. Face à Myrta, Steve assume parfaitement cette curiosité presque instinctive. Résoudre des mystères fait partie de son métier, explique-t-il avec amusement, et cette petite affaire lui donnera au moins l'occasion de s'exercer. Derrière cette justification raisonnable se devine pourtant quelque chose de plus personnel. L'inconnu l'attire déjà, alors même qu'il ignore encore tout de la personne ayant abandonné ce téléphone à Massalia. À la pointe, son enquête prend rapidement une dimension beaucoup plus concrète. Steve explique à Charlotte qu'il a parcouru les goûts musicaux de cette mystérieuse propriétaire, comme s'il essayait déjà de dessiner son portrait à partir de quelques traces numériques. Chaque chanson devient presque un fragment de personnalité, une manière indirecte d'imaginer quelqu'un dont il ne connaît encore ni le visage ni véritablement l'histoire. Les analyses apportent surtout un indice autrement plus précis. L'ADN retrouvé appartient à une personne jeune, déjà connue des services de police à cause d'une altercation survenue pendant l'évacuation d'une rave party. Cette information pourrait refroidir Steve ou simplement l'inciter à remettre le téléphone dans la boîte des objets trouvés. Au contraire, elle semble renforcer son désir de comprendre qui se cache derrière cette histoire inhabituelle. C'est alors que le téléphone sonne brusquement. Steve décroche et entend enfin la voix de celle qu'il cherche depuis le début. L'échange ne dure pourtant que quelques secondes. La jeune femme parle, mais ne révèle presque rien avant de raccrocher. Cette conversation trop courte ne résout donc pas l'énigme, elle lui donne au contraire une présence, une voix et surtout une nouvelle raison de poursuivre ses recherches. De retour à Massalia, Steve retrouve Myrta avec une avancée décisive. Il a finalement réussi à mettre un nom sur cette inconnue. Elle s'appelle Maxine Rodier. Myrta effectue quelques vérifications, mais découvre rapidement que Maxine ne réside pas dans l'établissement. Une question demeure alors entière. Pourquoi son téléphone, accompagné d'indices permettant de remonter jusqu'à elle, s'est-il retrouvé précisément dans cette résidence ? Steve pourrait considérer sa mission terminée puisqu'il connaît désormais l'identité de la propriétaire. Pourtant, son attitude révèle exactement le contraire. Maxine n'est déjà plus seulement une inconnue dont il faut restituer le téléphone. Quelque chose dans les quelques éléments découverts à son sujet l'intrigue profondément. Devant Myrta, il finit même par reconnaître qu'elle possède quelque chose que les autres n'ont pas, sans pouvoir encore expliquer cette fascination. Pendant ce temps, au commissariat, l'atmosphère est infiniment plus lourde. Charlie se retrouve face à Ariane et doit désormais regarder en face les conséquences de tout ce qui s'est produit autour d'Hugo, d'Ophélie et de Timothée. Derrière les faits judiciaires se trouve une jeune femme rongée par une culpabilité qu'elle ne cherche plus véritablement à dissimuler, comme si continuer à se défendre lui paraissait désormais impossible. Charlie raconte qu'elle aussi a été piégée par son ancien compagnon, établissant un parallèle douloureux avec ce qu'a vécu Ophélie. Elle reconnaît surtout s'être servie de Timothée dans sa volonté de venger la mort d'Hugo. À mesure que les mots sortent, elle ne cherche pas à embellir son rôle. Pour elle, tout ce gâchis porte désormais une origine qu'elle désigne sans détour, elle-même. Ariane doit cependant dépasser la souffrance visible de Charlie pour lui rappeler la réalité judiciaire qui l'attend. Les faits susceptibles de lui être reprochés sont nombreux et particulièrement graves. Violation et dégradation du domicile des Kepler, harcèlement répété, recel de cadavres, mais également non-dénonciation d'une tentative d'homicide. Derrière chaque qualification se dessine la possibilité d'une sanction capable de bouleverser définitivement son existence. Pourtant, lorsque l'interrogatoire prend fin, Ariane ne parvient pas à considérer Charlie comme la seule responsable de cette affaire. La policière ressent de la compassion pour cette jeune femme entraînée dans une mécanique destructrice par amour et désormais exposée à une peine extrêmement lourde. Cette compassion ne signifie pas qu'elle nie ses actes, elle déplace simplement son regard vers celle qu'elle soupçonne depuis longtemps davantage, Ophélie Kepler. Aux yeux d'Ariane, quelque chose ne fonctionne toujours pas dans la version d'Ophélie. Depuis 1 an, estime-t-elle, la jeune femme accumule les mensonges, au point que même ses aveux lui paraissent artificiels. Plus Ariane repense aux éléments de l'affaire, moins elle accepte l'idée d'un dossier définitivement résolu. Une conviction persiste,
le meurtre d'Hugo Basque pourrait avoir été prémédité par Ophélie. Ariane voudrait donc reprendre l'interrogatoire, pousser Ophélie dans ses contradictions et découvrir ce qui se cache éventuellement derrière ses aveux. Mais Idriss lui oppose une limite essentielle, l'affaire est déjà classée. Cette réponse devrait mettre un terme à ses intentions. Elle ne suffit pourtant pas à effacer ses doutes, car Ariane reste persuadée qu'une vérité importante leur échappe encore derrière la version officiellement retenue. Dans le même temps, Charlie reçoit une perspective légèrement moins sombre grâce à Alice Bataille. Son avocate lui annonce qu'il existe peut-être une possibilité d'éviter les assises. La stratégie envisagée consiste à démontrer que Charlie n'était pas pleinement consciente de ses actes au moment des faits. Alice évoque une dépression grave ainsi que des pulsions suicidaires, éléments susceptibles de modifier profondément l'appréciation de sa responsabilité. Mais cette possibilité ne signifie en aucun cas que Charlie soit sorti d'affaire. Alice lui adresse immédiatement un avertissement concernant les Kepler. Selon elle, cette famille fera tout ce qui est nécessaire pour protéger Ophélie et pourrait donc chercher à faire porter le poids de l'affaire sur Charlie. La jeune femme comprend ainsi que sa bataille ne se jouera pas uniquement devant la justice, mais aussi face à des intérêts puissants. Alors que Charlie mesure l'ampleur de ce qui l'attend, une autre inquiétude commence à envahir Babette. Patrick devait revenir, mais quelque chose ne correspond plus au déroulement prévu. Il a manqué 2 trains, son téléphone demeure éteint depuis 3 jours et personne ne l'a vu à son stage depuis vendredi. À mesure que les heures passent, l'absence cesse de ressembler à un simple contretemps. Babette donne alors rendez-vous en urgence à Luna à la gare de Marseille. Sa peur est désormais impossible à contenir, Patrick ne répond plus, ne donne aucun signe et semble s'être volatilisé. Luna comprend rapidement que cette disparition dépasse ce qu'elles peuvent vérifier seules. Elle conseille donc à Babette de se tourner vers les enquêteurs du Mistral, avant que l'incertitude ne devienne encore plus insupportable. Babette ignore encore que cette démarche va ouvrir une succession de découvertes beaucoup plus terrifiantes que tout ce qu'elle imagine à cet instant. Car quelque part à Marseille, des indices concernant Patrick existent déjà. Et lorsque Morgane et Stanislas commenceront à les rassembler, l'absence inquiétante du commissaire prendra bientôt une dimension tragique, jusqu'à conduire les policiers devant un corps qu'ils croiront impossible de confondre avec celui d'un autre homme. À peine son échange avec Luna terminé, Babette se rend au commissariat, incapable d'attendre davantage sans agir. L'inquiétude qui l'accompagne depuis plusieurs jours s'est désormais transformée en véritable panique. Devant Morgane, elle expose les faits avec précipitation. Patrick ne donne plus aucune nouvelle, son téléphone ne borne plus et elle ignore complètement où il peut se trouver. Chaque heure de silence devient plus difficile à supporter. Morgane écoute Babette, mais sa position professionnelle lui impose immédiatement une limite frustrante. Malgré l'angoisse évidente de cette dernière, elle explique qu'elle ne dispose pas encore des éléments nécessaires pour déclencher officiellement une procédure. Pour Babette, cette prudence administrative paraît presque incompréhensible. Patrick a disparu depuis 3 jours, et pourtant les policiers ne peuvent pas encore considérer cette absence comme suffisamment inquiétante pour engager immédiatement des recherches. Stanislas intervient à son tour et confirme cette difficulté. Pour commencer des investigations dans les règles, il leur faut des éléments concrets permettant d'établir qu'il ne s'agit pas simplement d'une absence volontaire. Cette explication rationnelle ne calme évidemment pas Babette. Elle connaît Patrick, ses habitudes, sa manière de communiquer. Le silence prolongé de son mari lui paraît précisément constituer cet élément anormal que les procédures ne semblent pas encore reconnaître. Face à son désarroi, Stanislas finit toutefois par réfléchir autrement. Derrière les règles se trouve un collègue dont personne n'a de nouvelles et une épouse qui pressent que quelque chose de grave s'est produit. Il accepte finalement de contourner les procédures pour commencer à vérifier discrètement les dernières traces de Patrick. Cette décision offre à Babette une première possibilité d'obtenir des réponses, même si personne ne sait encore lesquelles. Morgane et Stanislas commencent alors à reconstituer les derniers déplacements connus du commissaire. Leur enquête informelle leur permet d'obtenir une première confirmation essentielle. Patrick a bien passé une nuit dans un hôtel de Marseille. Il n'a donc pas simplement disparu avant d'arriver en ville. Cette découverte resserre considérablement le mystère, car elle prouve qu'à un moment précis Patrick était encore présent à Marseille et suivait apparemment son programme. Mais un détail rend rapidement cette piste beaucoup plus inquiétante. Patrick a laissé ses affaires à l'hôtel avant de partir, puis n'est jamais revenu les récupérer. Rien n'explique cette rupture soudaine. Un homme peut changer ses plans, manquer un train ou décider de rester seul quelque temps, mais abandonner ses effets personnels sans prévenir personne donne à son absence une dimension autrement difficile à interpréter. À ce moment-là, Stanislas envisage pourtant une hypothèse moins dramatique.
Et si Patrick avait volontairement choisi de disparaître quelques jours? Il va même jusqu'à se demander si le commissaire pourrait avoir rejoint une maîtresse. Cette possibilité paraît presque provocante au milieu de l'inquiétude générale, mais elle montre surtout combien les enquêteurs cherchent encore une explication humaine et ordinaire avant d'envisager le pire. Morgan, elle, doit composer avec un malaise grandissant. Chaque élément obtenu ne rapproche pas vraiment Patrick, il rend au contraire son absence plus incompréhensible. Le téléphone qui ne borne plus, les affaires abandonnées à l'hôtel et l'absence de nouvelles composent progressivement un tableau inquiétant. Pourtant, aucune preuve ne permet encore d'affirmer qu'un drame s'est produit, et cette incertitude devient presque aussi douloureuse qu'une mauvaise nouvelle. Puis le téléphone de Stanislas sonne. L'appel provient de l'Institut médico-légal et change brutalement la nature de leurs recherches. Un corps non identifié vient d'être signalé. Les informations disponibles concernant cet homme correspondent à la description de Patrick. En quelques secondes, toutes les hypothèses rassurantes s'effondrent. Ce qui ressemblait encore à une disparition mystérieuse prend désormais la forme possible d'une tragédie. Ni Morgan ni Stanislas ne peuvent cependant tirer de conclusions avant d'avoir procédé à une identification. Ils se rendent donc immédiatement à l'Institut médico-légal. Leur trajet semble concentrer toutes les craintes accumulées depuis le début des recherches. Tant qu'ils n'ont pas vu le corps, une part d'incertitude demeure. Mais cette incertitude ne rassure plus vraiment Morgan, qui sait exactement ce qu'elle risque de découvrir. Dans le même temps, Babette reste encore privée de cette information. Quelques heures auparavant, elle espérait simplement que la police retrouverait la trace de son mari. Elle ignore que Morgan et Stanislas se dirigent désormais vers une salle où les attend un homme sans vie correspondant précisément à Patrick. Ce décalage rend la situation encore plus cruelle, tandis qu'elle attend des nouvelles, les enquêteurs redoutent déjà d'avoir trouvé la réponse. Lorsque Morgan entre finalement dans le laboratoire, la réalité qui se présente à elle est insoutenable. Le corps qu'on lui demande d'identifier possède le visage de Patrick Nebout. Il ne s'agit plus d'une description approximative ou d'une simple ressemblance évoquée au téléphone. Pour Morgan et Stanislas, l'homme allongé devant eux est leur collègue. Pour Morgan, le choc possède en plus une dimension profondément familiale, Patrick est son oncle. La médecin légiste leur fournit alors une explication apparemment simple concernant le décès. Selon ses constatations, Patrick aurait succombé à une crise cardiaque. Son corps aurait ensuite été retrouvé sans vie sur la voie publique. Après plusieurs jours d'incertitude, cette version apporte soudain une chronologie possible à la disparition, mais elle n'offre aucun véritable soulagement. Patrick n'aurait pas disparu volontairement, il serait mort seul, loin des siens. Stanislas et Morgan doivent absorber cette nouvelle tout en restant policiers. Pourtant, aucune formation professionnelle ne peut réellement préparer Morgan à regarder le corps d'un proche et à accepter que quelques jours de silence puissent se terminer ainsi. Toutes les questions qui accompagnaient la disparition semblent désormais secondaires. Il ne s'agit plus de comprendre pourquoi Patrick ne répondait pas, mais d'imaginer comment annoncer sa mort à Babette. Un détail échappe cependant aux deux enquêteurs au moment où ils quittent les lieux. Une fois seule, la médecin légiste abandonne l'attitude strictement professionnelle qu'elle affichait devant eux. Elle prend son téléphone et contacte mystérieusement quelqu'un. Son message est bref mais chargé d'urgence, elle doit voir cette personne rapidement. Rien ne permet encore de savoir ce que signifie cet appel, mais son timing suffit à installer un doute troublant. Pendant ce temps, Morgan reprend le chemin du retour avec une douleur qu'elle peine à contenir. Elle vient de perdre son oncle et sait qu'une épreuve plus terrible encore l'attend, annoncer cette mort à Babette. Quelques heures plus tôt, celle-ci était venue au commissariat demander de l'aide parce qu'elle refusait d'imaginer le pire. Morgan doit maintenant se présenter devant elle avec ce qu'elle croit être la confirmation définitive de ce pire. Chaque pas vers le domicile de Babette devient alors plus lourd. Morgan cherche probablement les mots capables d'annoncer l'inacceptable, mais aucun ne peut réellement préparer une épouse à entendre que son mari ne reviendra plus. Dans son esprit demeure l'image du corps identifié à l'Institut médico-légal, suffisamment évidente pour qu'elle n'envisage même pas qu'une erreur puisse être possible. Pour elle, Patrick Nebout est mort. Pourtant, au même instant, une réalité totalement incompatible avec cette certitude est en train de s'imposer chez Babette. Ce que Morgan ignore encore, c'est que la femme à laquelle elle s'apprête à annoncer un décès n'attend plus le retour de son mari. Patrick est déjà revenu, et lorsque Morgan franchira cette porte, ce qu'elle découvrira remettra brutalement en cause tout ce qu'elle vient de voir de ses propres yeux. Morgan avance vers le domicile de Babette avec la sensation de porter une nouvelle impossible à prononcer. Quelques instants plus tôt, elle se trouvait encore devant le corps de celui qu'elle considère comme Patrick. Désormais, il lui faut transformer cette vision en mots et affronter la douleur de sa famille. Le trajet lui laisse trop de temps pour mesurer la violence de ce qui vient de se produire.
La disparition avait déjà plongé Babette dans une angoisse profonde. Morgan se souvient de son arrivée précipitée au commissariat, de cette peur qui traversait chacune de ses phrases lorsqu'elle répétait que le téléphone de Patrick ne bornait plus. Elle était venue chercher une aide, une piste, quelque chose auquel se raccrocher. Morgan revient maintenant avec ce qu'elle croit être une certitude définitive et infiniment plus cruelle. Pour elle, aucun doute raisonnable ne subsiste. Avec Stanislas, elle a vu le corps. Le visage était celui de Patrick, et la médecin légiste leur a présenté une cause de décès apparemment claire, une crise cardiaque, suivie de la découverte du corps sur la voie publique. Tous les éléments semblent donc s'emboîter brutalement, donnant à 3 jours d'absence une conclusion que personne ne voulait envisager. Pourtant, quelque chose demeure silencieusement étrange dans cette succession d'événements. Patrick avait passé la nuit dans un hôtel de Marseille avant de laisser ses affaires derrière lui. Puis il s'était volatilisé. Maintenant, un corps présentant exactement son apparence surgit à l'Institut médico-légal. Morgan est cependant trop bouleversée pour remettre immédiatement en question cette logique, car l'identification visuelle lui paraît suffisamment forte pour écraser toute autre hypothèse. Lorsqu'elle arrive enfin chez Babette, Morgan se prépare donc à l'épreuve la plus douloureuse de cette journée. Il faut annoncer à une femme que celui qu'elle cherchait désespérément ne rentrera plus. Mais avant même qu'elle puisse installer pleinement la gravité de son message, Babette lui répond par une information tellement incompatible avec ce qu'elle vient de vivre que Morgan peine d'abord à en comprendre le sens. Patrick est rentré à la maison. La phrase paraît presque absurde. Morgan vient de l'identifier à la morgue, elle vient d'entendre les circonstances supposées de sa mort, et Babette lui affirme maintenant que son mari est revenu. Durant un instant, 2 réalités impossibles coexistent, celle du corps immobile observé quelques minutes auparavant et celle d'un Patrick que Babette assure vivant sous ce même toit. Puis l'invraisemblable devient visible. Patrick apparaît, sortant tranquillement de la douche comme si les 3 derniers jours n'avaient laissé derrière eux aucune catastrophe. Morgan se retrouve face au visage qu'elle vient précisément de contempler sur un corps sans vie. Ce n'est plus seulement une contradiction entre 2 témoignages. Elle a devant elle un homme vivant qui ressemble exactement à celui qu'elle vient d'identifier comme son oncle. Le choc ne peut être que vertigineux. Quelques minutes auparavant, Morgan pensait devoir faire son deuil et soutenir Babette dans le sien. Maintenant, Patrick se tient devant elle. La tristesse laisse brutalement place à l'incompréhension, car son retour n'efface pas ce qui s'est passé à l'Institut médico-légal. Au contraire, il transforme cette découverte en une énigme beaucoup plus inquiétante que la disparition elle-même. Car le corps existe, Morgan et Stanislas ne l'ont pas imaginé. Ils l'ont vu suffisamment clairement pour croire reconnaître Patrick sans hésitation. La médecin légiste leur a même communiqué une cause de décès. Si Patrick est réellement vivant devant Morgan, alors une question devient incontournable. Qui est l'homme retrouvé mort sur la voie publique, et pourquoi possède-t-il une apparence capable de tromper 2 policiers connaissant Patrick? L'hypothèse d'un frère jumeau surgit naturellement devant une ressemblance aussi parfaite, mais rien ne permet encore de l'affirmer. Le mystère doit donc rester entier. Ce que Morgan sait est beaucoup plus simple et beaucoup plus troublant. Il existe quelque part un mort qu'elle a pris pour Patrick, tandis que Patrick lui-même vient de réapparaître chez Babette comme si cette identification n'avait jamais eu lieu. À cette contradiction s'ajoute désormais le comportement de la médecin légiste. Morgan ne sait pas nécessairement ce qui s'est passé après son départ, mais le spectateur, lui, dispose d'un élément supplémentaire. Une fois seule, cette femme a appelé quelqu'un et demandé à le rencontrer en urgence. Ce geste ne prouve encore rien, mais il donne au corps non identifié une dimension autrement mystérieuse. Pendant ce temps, l'affaire Charlie continue elle aussi de laisser derrière elle davantage de questions que de réponses. Ariane ne parvient pas à accepter que le dossier Ophélie soit définitivement clos. Plus elle repense aux aveux et aux mensonges accumulés, plus sa conviction se renforce. Charlie a commis des actes graves, mais elle pourrait également être celle sur laquelle retombe une responsabilité beaucoup plus vaste. Charlie, de son côté, reste enfermée dans une culpabilité qui l'empêche presque de mesurer le combat judiciaire à venir. Elle a reconnu avoir utilisé Timothée afin de venger Hugo et considère tout ce qui s'est produit comme le résultat de ses propres décisions. Cette manière de prendre sur elle l'ensemble du désastre pourrait pourtant entrer en contradiction avec les soupçons persistants d'Ariane concernant le véritable rôle d'Ophélie. Alice Bataille doit ainsi travailler sur une défense particulièrement délicate. Pour éviter les assises, elle envisage de démontrer que Charlie traversait une dépression grave et souffrait de pulsions suicidaires au moment des faits. Il ne s'agit pas d'effacer ce qu'elle a fait, mais d'établir dans quel état psychologique elle se trouvait. Face à elle se dresse cependant la puissance de la famille Kepler. Ariane et Alice abordent finalement le même problème depuis 2 positions différentes.
L'avocate redoute que les Kepler cherchent à protéger Ophélie en faisant tomber Charlie, tandis qu'Ariane estime qu'Ophélie n'a jamais livré toute la vérité. Ainsi, derrière le dossier officiellement terminé, une tension persiste. Charlie pourrait payer très cher, alors que les interrogations entourant la mort d'Hugo demeurent loin d'être totalement dissipées. Dans un registre beaucoup plus léger, Steve continue lui aussi de vivre avec une énigme, même si celle-ci provoque chez lui davantage de fascination que d'angoisse. Maintenant qu'il connaît le nom de Maxine Rodier, il pourrait se contenter d'attendre qu'elle récupère son téléphone. Pourtant, les quelques informations obtenues sur cette jeune femme ont déjà suffisamment éveillé son intérêt pour qu'elle occupe encore ses pensées. Son ADN lié à une altercation lors de l'évacuation d'une rave party, ses goûts musicaux, sa voix entendue brièvement au téléphone et cette manière étrange dont son appareil s'est retrouvé à Massalia composent un portrait incomplet. C'est précisément ce manque qui semble séduire Steve. Maxine demeure une inconnue, mais plus il découvre de fragments sur elle, plus il éprouve le sentiment qu'elle ne ressemble pas aux autres. Myrta a bien constaté que Maxine ne résidait pas à Massalia, ce qui rend la présence du téléphone encore plus intrigante. Pourtant, Steve ne parle déjà plus de cette histoire comme d'une simple affaire d'objets perdus. Lorsqu'il affirme que Maxine possède quelque chose de différent, il révèle involontairement que son enquête a changé de nature. La curiosité professionnelle commence doucement à se confondre avec une attirance personnelle. Mais aucune énigme ne peut rivaliser avec celle qui vient d'exploser chez Babette. Un homme a été déclaré mort avec le visage de Patrick, tandis que Patrick lui-même se tient vivant dans son appartement. Après 3 jours d'absence, son retour aurait dû mettre fin au cauchemar de Babette. Il ouvre au contraire une question encore plus vertigineuse. Quelle vérité se cache derrière cet homme retrouvé mort à Marseille ? Le retour de Patrick devrait être synonyme de soulagement absolu pour Babette. Après 3 jours sans nouvelles, 2 trains manqués et un téléphone devenu impossible à localiser, elle retrouve enfin son mari vivant devant elle. Pourtant, pour Morgane, cette scène ne peut avoir la même signification. Elle vient d'une morgue où elle a contemplé un homme dont le visage semblait être exactement celui de Patrick. Cette contradiction bouleverse toutes les certitudes construites au cours des dernières heures. Morgane et Stanislas avaient suivi une succession d'indices cohérentes. Patrick avait dormi dans un hôtel de Marseille, laissé ses affaires sur place, puis disparu. Lorsqu'un corps correspondant à son signalement avait été retrouvé, la conclusion semblait terrible mais logique. Désormais, cette logique s'effondre, car l'homme supposé mort vient de réapparaître vivant. Le problème est que le retour de Patrick ne fait pas disparaître le cadavre. Quelqu'un est réellement mort sur la voie publique et a été transporté à l'Institut médico-légal. La médecin légiste a attribué son décès à une crise cardiaque. Morgane et Stanislas ont ensuite identifié cet homme comme leur collègue. Si cette identification est fausse, la ressemblance doit être suffisamment extraordinaire pour avoir trompé 2 personnes qui connaissent Patrick. Dès lors, la question d'un éventuel frère jumeau s'impose presque naturellement, sans qu'aucun élément permette encore d'en faire une certitude. Ce qui semblait être une disparition inquiétante prend donc une dimension totalement différente. Il ne faut plus seulement expliquer où Patrick se trouvait pendant 3 jours. Il faut désormais comprendre qui est cet inconnu mort et pourquoi son apparence reproduit celle du commissaire avec une précision aussi troublante. À cette énigme s'ajoute un élément que Morgane et Stanislas n'ont pas vu. Après leur départ de l'Institut médico-légal, la médecin légiste a passé un appel mystérieux. Elle a demandé à son interlocuteur de la rencontrer en urgence, immédiatement après avoir laissé les policiers repartir convaincus que Patrick était mort. Rien ne permet encore d'accuser cette femme, mais la chronologie de son geste devient impossible à considérer comme anodine. Pendant ce temps, une autre vérité reste obstinément contestée au commissariat. Ariane ne parvient pas à oublier Ophélie Kepler. Officiellement, l'affaire est classée et Idriss lui a clairement rappelé qu'elle ne pouvait pas simplement recommencer un interrogatoire parce que ses intuitions demeuraient insatisfaites. Mais pour Ariane, les mensonges accumulés pendant 1 an empêchent justement de considérer les aveux d'Ophélie comme une conclusion suffisamment solide. La policière éprouve parallèlement une compassion inattendue pour Charlie. Elle sait parfaitement que la jeune femme n'est pas innocente. Charlie reconnaît elle-même s'être servie de Timothée pour venger Hugo, et les infractions qui lui sont reprochées restent particulièrement lourdes. Pourtant, Ariane voit également une femme manipulée par son ancien compagnon, emportée par l'amour, la culpabilité et une volonté de réparation devenue progressivement destructrice. Cette nuance est essentielle, car Charlie semble déjà s'être condamnée intérieurement avant même que la justice ne décide de son sort. Lorsqu'elle affirme que tout ce gâchis vient d'elle, elle concentre sur elle-même une responsabilité qu'Ariane refuse précisément de considérer comme totalement éclaircie. Plus Charlie s'enfonce dans la culpabilité,
plus la policière semble déterminée à regarder au-delà de cette confession pour comprendre le rôle réel d'Ophélie. Alice Bataille tente quant à elle d'empêcher cette culpabilité de devenir une condamnation judiciaire définitive. Son objectif est clair, convaincre la justice que Charlie n'était pas pleinement consciente de ses actes. Elle évoque une dépression grave et des pulsions suicidaires, des éléments qui pourraient permettre à sa cliente d'éviter les assises. Mais cette stratégie ne supprime ni les faits reprochés ni le danger représenté par les Kepler. L'avocate sait que les intérêts de Charlie et ceux d'Ophélie peuvent rapidement devenir incompatibles. Elle prévient donc sa cliente que la famille Kepler fera tout pour protéger Ophélie. Cette perspective renforce indirectement les soupçons d'Ariane. D'un côté, une policière persuadée qu'Ophélie n'a pas tout révélé. De l'autre, une avocate convaincue que Charlie risque de devenir la personne idéale sur laquelle concentrer les conséquences de l'affaire. Ainsi, Charlie se retrouve enfermée entre sa propre culpabilité et une bataille qui pourrait largement la dépasser. Elle sait ce qu'elle a fait, mais elle ignore encore comment chacun de ses actes sera interprété lorsque la justice examinera son état psychologique et l'ensemble du dossier. L'espoir d'éviter les assises existe, mais il reste fragile, suspendu à une démonstration difficile et à l'équilibre des responsabilités entre plusieurs protagonistes. À Massalia, Steve évolue heureusement dans un mystère beaucoup moins sombre. Pourtant, son intérêt pour Maxine Rodier ne cesse de grandir à mesure que l'inconnu prend forme dans son imagination. Au départ, il n'y avait qu'un téléphone caché dans un réfrigérateur. Puis sont venus le chargeur portant le même dessin, les goûts musicaux, l'ADN, une altercation pendant une rave party et enfin une voix entendue brièvement. Toutes ces informations restent insuffisantes pour véritablement connaître Maxine, mais elles sont précisément assez nombreuses pour alimenter la fascination de Steve. Il ne dispose que de fragments, et chaque fragment semble ouvrir une nouvelle question. Même lorsqu'il parvient à identifier la propriétaire du téléphone, il n'obtient pas la réponse qu'il espérait. Myrta découvre en effet que Maxine ne réside même pas à la résidence Massalia. La recherche aurait pu s'arrêter là, mais Steve semble désormais moins intéressé par la restitution de l'appareil que par celle qu'il a perdue. Son affirmation devant Myrta est révélatrice, Maxine possède, selon lui, quelque chose que les autres n'ont pas. Il ne saurait probablement pas encore définir ce détail. Il sait seulement qu'une femme qu'il n'a pratiquement jamais rencontrée a réussi à éveiller en lui une curiosité inhabituelle. Cette fascination contraste fortement avec le vertige qui traverse Morgane. Dans son cas, le mystère n'a rien d'amusant. Elle doit désormais concilier deux images identiques, Patrick allongé sans vie à l'institut médico-légal et Patrick debout chez Babette. L'une de ces réalités doit cacher une explication que personne ne possède encore, mais aucune ne peut simplement être effacée parce que l'autre paraît impossible. Babette, elle, se trouve soudain libérée de la peur qui la rongeait depuis la disparition de son mari. Elle avait imaginé les pires scénarios lorsque Patrick ne répondait plus, et son retour lui rend enfin celui qu'elle craignait d'avoir perdu. Mais Morgane arrive avec une vérité parallèle dont la simple existence menace ce soulagement. Quelques instants auparavant, un autre Patrick semblait officiellement mort. Le mystère devient alors beaucoup plus vaste que la question posée au départ. Patrick a-t-il un frère jumeau ? L'homme de la morgue possède-t-il une autre identité ? Pourquoi la médecin légiste a-t-elle contacté quelqu'un immédiatement après l'identification ? Et surtout, comment expliquer qu'un commissaire disparu pendant 3 jours réapparaisse précisément au moment où ses collègues viennent de reconnaître son visage sur un cadavre ? Pour l'instant, aucune réponse ne permet de relier ces éléments sans dépasser les faits disponibles. Une seule certitude demeure, Morgane n'a pas simplement commis une erreur banale. Elle a vu quelque chose qui bouleverse tout ce qu'elle croyait savoir. Et tandis que Patrick revient dans sa famille comme si de rien n'était, le visage du mort continue silencieusement de transformer son retour en début d'un nouveau mystère. Le retour de Patrick ne referme donc aucune blessure, il transforme simplement la peur en stupeur. Pour Babette, l'essentiel reste pourtant immédiat et profondément humain. Son mari est là, vivant, après 3 jours d'absence qui l'ont poussé jusqu'au commissariat. Toutes les heures passées à imaginer une catastrophe semblent soudain s'effacer devant cette présence qu'elle n'espérait presque plus retrouver. Mais Morgane ne peut partager ce soulagement sans réserve. L'image du corps découvert à l'Institut médico-légal reste trop récente, trop précise. Elle n'a pas entendu parler d'un homme ressemblant vaguement à Patrick, elle s'est retrouvée devant quelqu'un qu'elle et Stanislas ont reconnu comme lui. Cette certitude qui semblait irréversible quelques minutes auparavant vient maintenant se fracasser contre le Patrick vivant qui se tient devant elle. Le paradoxe devient d'autant plus inquiétant que la mort de cet inconnu avait déjà reçu une explication médicale. La médecin légiste avait parlé d'une crise cardiaque et précisé que le corps avait été retrouvé sur la voie publique.
Tout paraissait cohérent avec une disparition ayant brutalement tourné au drame. Pourtant, dès que Patrick réapparaît, cette version apparemment simple devient le point de départ d'un mystère beaucoup plus profond. Impossible, à ce stade, d'affirmer que Patrick possède réellement un frère jumeau. Cette hypothèse naît uniquement de l'extraordinaire ressemblance entre les deux hommes. Elle permettrait certes d'expliquer pourquoi Morgan et Stanislas ont pu se tromper, mais aucun élément ne la confirme encore. La seule chose certaine et plus dérangeante, un homme ayant le visage de Patrick est mort alors que Patrick lui-même est vivant. L'appel de la médecin légiste ajoute silencieusement une nouvelle couche de trouble. Après avoir annoncé la mort supposée de Patrick aux policiers et les avoir laissés quitter l'institut, elle contacte immédiatement une personne inconnue pour réclamer une rencontre urgente. Son geste demeure sans explication. Il est donc impossible de lui attribuer une intention précise, mais cette urgence paraît désormais particulièrement significative face à l'incroyable retour du commissaire. Dans le même temps, Charlie se trouve elle aussi confrontée à une vérité dont les contours restent incertains. Elle ne cherche plus à fuir sa responsabilité et reconnaît s'être servie de Timothée pour venger la mort d'Hugo. Sa culpabilité est immense, presque envahissante. Lorsqu'elle affirme que tout ce gâchis vient d'elle, elle semble avoir déjà prononcé contre elle-même un jugement plus sévère encore que celui qui l'attend. Pour Ariane, pourtant, cette culpabilité ne suffit pas à résoudre l'affaire. La policière reste persuadée qu'Ophélie Kepler occupe une place bien plus importante dans la mort d'Hugo Basque. Un an de mensonge a détruit sa confiance, au point que même les aveux d'Ophélie lui paraissent suspects. Elle voudrait la confronter de nouveau, persuadée qu'une préméditation pourrait se cacher derrière ce dossier officiellement refermé. Idriss rappelle cependant une réalité que la conviction d'Ariane ne peut contourner facilement, l'affaire est classée. Cette limite laisse donc la policière avec ses soupçons, sans possibilité immédiate de pousser Ophélie dans ses retranchements. La frustration est d'autant plus forte qu'elle éprouve de la compassion pour Charlie, dont les actes restent graves mais dont le parcours lui paraît marqué par l'emprise, l'amour et la culpabilité. Alice Bataille représente désormais l'espoir le plus concret de Charlie. L'avocate veut démontrer que sa cliente traversait une dépression grave et souffrait de pulsions suicidaires, afin d'établir qu'elle n'était pas pleinement consciente au moment des faits. Si cette démonstration convainc la justice, Charlie pourrait éviter les assises. Mais même cette perspective demeure fragile face à l'accumulation des infractions qui lui sont reprochées. Et surtout, Alice ne cache pas le rapport de force auquel sa cliente doit se préparer. La famille Kepler, prévient-elle, cherchera à protéger Ophélie. Charlie risque donc de devenir une cible idéale dans une affaire où chacun tentera de déterminer qui doit porter la responsabilité la plus lourde. Pour une jeune femme déjà dévorée par le remords, cette confrontation annonce une épreuve judiciaire et psychologique particulièrement difficile. Loin de ces drames, Steve poursuit une aventure dont la légèreté offre un contraste presque saisissant. Son enquête improvisée autour du téléphone abandonné l'a conduit jusqu'à un nom, Maxine Rodier. Pourtant, cette découverte ne satisfait pas sa curiosité. Au contraire, elle donne une identité à celle qui n'était jusque-là qu'une silhouette imaginée à travers ses goûts musicaux, son ADN et quelques secondes de conversation. Le passé de Maxine dans les fichiers de police, lié à une altercation lors de l'évacuation d'une rave party, ne semble pas inquiéter Steve. Il y voit plutôt un détail supplémentaire renforçant le caractère singulier qu'il lui prête déjà. Même Myrta peut constater que cette recherche dépasse désormais la simple volonté de rendre un téléphone perdu. Steve est manifestement captivé par une jeune femme qu'il ne connaît pratiquement pas. Maxine ne réside pourtant pas à Massalia, et le mystère entourant la présence de son téléphone reste donc entier. Steve ne possède encore que quelques indices et une intuition. Lorsqu'il affirme qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas, il révèle surtout ce que cette enquête a déjà provoqué en lui, une fascination née avant même une véritable rencontre, nourrie précisément par tout ce qu'il ignore. Mais l'énigme de Maxine paraît presque innocente face à celle qui s'installe autour de Patrick. Quelques heures ont suffi pour faire passer Babette de l'angoisse de la disparition à la certitude supposée d'un drame, puis à un soulagement impossible à partager complètement. Morgan, elle, se retrouve désormais dépositaire d'une contradiction vertigineuse dont personne ne possède encore la clé. Tout avait commencé par 2 trains manqués et un téléphone éteint. Puis était venu l'hôtel, les affaires abandonnées et l'appel de l'institut médico-légal. À chaque étape, les indices semblaient conduire vers une seule conclusion. Lorsque Morgan et Stanislas avaient reconnu Patrick parmi les morts, l'enquête paraissait tragiquement terminée. Personne ne pouvait imaginer que la scène suivante rendrait cette conclusion totalement impossible. Car Patrick est là. Il sort de la douche et apparaît devant Morgan comme si son absence n'avait jamais conduit ses collègues jusqu'à une morgue. Cette image suffit à renverser toutes les croyances.
La question n'est désormais plus de savoir si Patrick Nebou est mort. Elle est de comprendre pourquoi un autre homme, apparemment identique à lui, vient précisément de mourir à Marseille. Ainsi, derrière le soulagement de Babette se dessine une menace encore invisible. Derrière les soupçons d'Ariane demeure une affaire qu'elle refuse intérieurement de considérer comme résolue. Derrière la culpabilité de Charlie se prépare une bataille judiciaire. Et derrière la fascination de Steve pour Maxine commence une rencontre encore mystérieuse. Chacun avance avec des certitudes fragiles, susceptibles de s'effondrer au moindre nouvel élément. Mais c'est bien le visage de Patrick qui laisse l'image la plus troublante. Un visage vivant chez Babette, un visage mort à l'institut médico-légal. Entre les deux, une médecin légiste qui passe un appel urgent et 3 jours de disparition encore inexpliqués. Aucun élément disponible ne permet d'aller plus loin sans inventer. Une chose est certaine, le retour de Patrick ne termine pas le mystère. Il ne fait que l'ouvrir.